En ligne. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Caroline Schred avec qui on va discuter d'une thématique qui porte sur les questions liées à la traduction, au féminisme et disons les femmes dans l'édition et aussi dans la traduction. Alors, le thème de notre table ronde, c'est traduire et éditer le genre. Alors, je rappelle que nous devrions avoir avec nous également Stéphane Martelly, donc à la dernière minute, qui a décliné, malheureusement parce qu'elle est tombée malade, donc elle a attrapé Covid. Donc on va faire sans elle, mais Caroline, elle est là. Alors, traduire et éditer le genre. Le monde de l'édition semble se féminiser. Et si c'est bien le cas, ce n'est pas un mauvais signe, dans la mesure où euh, l'écrit a été pendant longtemps une affaire d'hommes et donc trop sérieuse pour la laisser entre les mains de la gente féminine qui de nos jours semble bien comprendre la nécessité d'avoir sa propre chambre à soi. En février 2023, l'économiste Joël Wade-Fogel, un économiste américain, professeur à l'Université de Minnesota aux États-Unis, a réalisé une étude sur les inégalités entre hommes et femmes dans l'édition, dans laquelle il souligne avoir remarqué une réelle avancée par rapport aux femmes. Dans son étude, il relève que les livres publiés par les femmes représentent 50% aux États-Unis de nos jours, contre 40% en 2010 et 18% en 1960. De quoi s'en réjouir. Cependant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'étude de Roy Fogel est biaisée, vu qu'il admet il admet lui-même s'être appuyé sur les prénoms des auteurs pour identifier leur genre. Donc, on connaît tous cette romancière française, Frédéric Audouin-Rousseau, par exemple, dont son nom de plume, Fred Vargas, n'a rien à voir avec, n'a rien d'une femme. En France, par exemple, si l'édition a beau se féminiser, souligne Zoé Picard dans un article paru sur Actualité le 4 avril 2023 dernier, il est dit que les inégalités demeurent. C'est d'ailleurs le titre de son article. Entre 2013 et 2015, l'Observatoire du dépôt légal de la BNF fait état de 37% de livres recensés dans la bibliographie nationale. Donc, 37% de ces livres qui sont recensés étaient publiés par des femmes. En 2019, le chiffre a augmenté de 1%. Pour ce qui est de la répartition par catégorie, genre ou domaine d'édition, il y a lieu d'observer un gros déséquilibre du côté des femmes. 27% en bande dessinée et 20% en sciences humaines. Là, il y a une question qui s'impose. Peut-on parler d'une minorisation de la littérature ou plutôt de la production des femmes dans l'édition? N'en parlons pas de l'édition en elle-même, ou en France, par exemple, je cite les propos de Henri Ferry, disponible sur HAL, la proportion des femmes à la direction des plus grandes entreprises du secteur du livre en France atteint seulement 16% pour la période 2014-2017. Maintenant, qu'en est-il de la traduction? Il ne s'agit certainement pas d'une question nouvelle ou d'une nouvelle interrogation, car en 1996, par exemple, la professeure Chérie Sibon, professeure au département d'études françaises de l'Université Concordia, a publié un essai intitulé Le genre dans la traduction qui traite déjà de la place de la
de la traduction dans le féminisme et les études de genre. Si les femmes semblent paraître peu visibles dans l'édition, le monde de la traduction me semble être le secteur leur donnant le plus de visibilité. On se souvient, c'est au XVIe siècle que tout a commencé quand la philosophe et femme de science Marie de Côte-Blanche se met à signer cette traduction de son vrai nom, car avant, et aussi bien qu'il en était en littérature, les femmes traductrices ne signaient pas les textes qu'elles traduisaient. Elles étaient obligées d'utiliser un nom d'emprunt. En 1547, je cite Émile Diaz, donc elle traduit, je parle de Marie de Côte-Blanche, elle traduit Colloquios y Dialogos, un texte du philosophe espagnol Pedro Mexia en français. Sa traduction devient célèbre et est réimprimée 29 fois entre 1566 et 1643. Dans un article de Rocio González, paru en 2022 sur Ocadia, qui est un site qui est le nom du site de l'agence de traduction du même nom, il est rapporté que, je cite les propos de l'auteur, 81% des personnes qui travaillent dans l'entreprise, parmi les traducteurs professionnels et le personnel administratif, sont des femmes. Plus loin, elle mentionne que les études indiquent que près de 70% des étudiants de traduction en Europe sont des femmes. De son côté, la blogueuse vénézuélienne Virginia Pacheco a, dans son papier Les femmes règnent en maître dans le secteur de la traduction, mentionne que les entreprises de traduction sont aujourd'hui l'un des meilleurs exemples d'équité salariale entre les genres. Et c'est l'un des rares secteurs où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Cela dit, la traduction reste un lieu privilégié à l'émancipation féministe, donc de la femme qui écrit. En ce qui concerne Haïti, il est malheureusement difficile, pour ne pas dire impossible, de faire l'état des lieux de la situation de l'édition, vu qu'il s'agit d'un secteur, je dirais, quasi inexistant, en raison d'abord de l'absence de cadre institutionnel réglementant le secteur. Déjà, il n'y a pas de politique publique du livre et de la lecture. Ensuite, le manque ou le défaut de professionnalisme de quelques maisons d'édition qui végètent pour créer quelque chose qui ressemblait à un environnement éditorial, même s'il n'existe pas vraiment de marché du livre. Et enfin, il y a le problème des chiffres, donc des archives. Ce qui fait en résumé, en Haïti, l'édition se heurte déjà à une conjonction de problèmes d'ordre structurel. Il devient impossible d'envisager la réflexion sur la question du genre. Cette table ronde se propose donc d'interroger la traduction au prisme de la traduction féminisme. Il s'agit d'abord d'analyser le rapport du genre lors du passage du texte d'une langue à une autre et de voir en quoi il contribue à créer de nouveaux imaginaires. Aussi, il importe-t-il de resituer la question sur l'apport des femmes dans la littérature et leur place dans l'édition pour se demander comment rendre plus visibles les femmes dans la traduction. Le genre est-il de l'ordre de l'intraduisible ou plutôt comment la traduction pense-t-elle le genre? Avec Caroline Schred, qui est senior lectueur, ce qu'on appelle ici en France maîtresse de conférence à Mount Holyoke College dans le Massachusetts aux États-Unis, qui est censée être la première université pour femmes créée en 1837 dans cet État. Docteur également en études françaises et francophones de l'Université de Massachusetts à Amherst. Elle a également fait des études en littérature comparée avec une spécialisation en études de traduction et les études féministes. Traductrice de la philosophe Catherine Malabou et de la romancière Marie Vieux-Chauvet, elle dirige la collection Voix féminine chez Leg Éditions. Bonsoir Caroline Schred. Bonsoir. Bonsoir, Dylan Messon, petit frère. Et je vais commencer en disant que je regrette énormément le fait de ne pas avoir le plaisir d'une rencontre virtuelle avec Stéphane Martelly et je lui souhaite un rétablissement rapide. Je suis
très contente de me retrouver parmi vous et de continuer lors de cette table ronde, une conversation qui a commencé avec Guillermo et son petit frère en 2007 en Haïti et qui continue depuis lors. Et voilà, donc je vais peut-être partager mon écran si oui, c'est parce que je sais, nous sommes ici à Bellica pour l'Alliance des éditeurs indépendants et nous aimons bien les livres et donc je voulais vous montrer quelques couvertures de livres. Ça fait partie peut-être de nos plaisirs. Euh, voilà. Non, 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 ça c'est pas bien. Un instant. Voilà. OK. Très bien. Je voulais commencer donc en vous disant où je me trouve dans le monde, parce que dans ce monde virtuel, c'est toujours la première question. Donc, je vous parle de Mount Holyoke College qui se trouve donc dans le Massachusetts aux États-Unis. Comme nous a signalé Gilles Messon, Mount Holyoke College a été fondé en 1837. C'était donc, et je ne pense pas que ce soit hors sujet, donc le premier collège pour les femmes fondé aux États-Unis, voué dès sa fondation à l'enseignement des femmes. Par ailleurs, depuis lors, en 2014, cette vocation historique s'est muée pour accueillir non seulement les femmes, mais les personnes trans aussi. Et c'est donc la première faculté pour les femmes qui a initié un tel changement de politique parmi euh, dans les étudiants que nous allons donc accueillir. Et je voulais d'autant plus évoquer la situation dont je vous adresse la parole parce que justement aujourd'hui, c'est une journée très importante. Euh, et donc, cette transformation institutionnelle dont je viens de vous parler, que j'ai évoquée, s'est accompagnée justement depuis lors, je dirais, depuis une dizaine d'années, par de nouvelles pratiques linguistiques aussi. Donc, pour rester dans notre sujet de langue, c'est-à-dire notamment de se présenter comme je le ferai maintenant, avec ses pronoms, les miens, comme sont indiqués sur Zoom, c'est tout l'intérêt de Zoom, she, elle. Preuve donc de nouveaux besoins dans l'édition, dans la traduction, et comme a indiqué ou a évoqué tout à l'heure Gilles Messon, le problématique des partis pris de partir d'un prénom pour présumer donc le genre de quelqu'un devient tout à fait problématique. Aujourd'hui, pour Mount Holyoke, c'est une très grande journée. Nous avons aujourd'hui l'inauguration de notre 20e présidente, mais de notre première présidente noire, présidente Holly. Et je souligne cela pour souligner l'importance d'adopter une perspective intersectionnelle pour reprendre de la méthodologie féministe qui nous a beaucoup apporté. Et pour parler donc de notre sujet traduire et éditer le genre, il ne serait question de poser la question donc par exemple de voix féminine sans savoir quelle voix, quelle fémininité, etc. Donc je voulais juste commencer par cela. Ensuite, l'idée que j'ai pour ces quelques remarques préliminaires, c'était de faire un petit regard en arrière pour penser avec vous le présent et notamment surtout l'avenir. Voilà, donc je vais essayer de... Voilà, très bien. Je montre ici donc Marie Vieux-Chauvet entourée de ses livres pour souligner que mon engagement dans la traduction et dans l'édition passe d'abord par une motivation militante, le désir d'entendre et de circuler les voix de femmes, notamment les voix de femmes qu'on n'a pas entendues. Ainsi,
c'est l'écrivaine haïtienne Marie Vieux-Chauvet qui m'a initiée dans ce parcours avec la traduction qui reste encore inédite et je pense que ce n'est pas une chose grave. En fait, tout ce que j'ai appris en traduisant Les Rapaces de Marie Vieux-Chauvet du français vers l'anglais, pour moi, a été toute une éducation dans ce que c'est que de traduire le genre. Ensuite, je vais signaler avec plusieurs couvertures, parce que les couvertures sont très importantes chez les éditions, le concours et le plaisir que j'ai de travailler de concert avec Dieu leur Messon, Petit Frère et Myrline Pierre, et y compris dans la collection Voix féminine. Ici, ce n'est pas toute la collection, mais juste deux des autrices dans la collection. La première que vous pouvez voir, dont je vais parler, c'est Nadine Magloire avec Le sexe mythique, un texte qui restera longtemps inconnu parce que indisponible. Et donc, rédigé pendant les années 70, ça va répondre au pari de l'édition, qui est de promouvoir les voix qui restent ou qui sont en silence simplement parce qu'ils ces voix ne sont pas disponibles. La deuxième autrice dont je voudrais parler, c'est de Yannick Lahens, chaire des mondes francophones au Collège de France. Et ce que je trouve vraiment passionnant et très important comme une sorte d'exemple de collaboration au-delà des frontières, c'est la collaboration entre Leg Éditions et Sabine Westpisser, qui est donc l'éditeur de Yannick Lahens en France, alors que chez Leg Éditions, ces œuvres resteront disponibles à des prix abordables en Haïti. Donc, nous avons ici les 5 titres: La petite corruption, La folie était venue avec la pluie, 12 déroutes, Tantrésia et les dieux et Nathalie et Guillaume. Donc, je suis ravie de je ne sais pas, en fait, puisque je ne connais pas profondément le monde de l'édition, s'il y a beaucoup d'autres exemples. Je sais qu'en parlant avec Véronique Tadjo, l'écrivaine ivoirienne, elle avait évoqué l'importance de telles collaborations au-delà des frontières, au-delà des langues, pour vraiment promouvoir l'édition et la circulation des textes. Voilà, donc ça c'est pour un premier temps, pour vous expliquer un peu comment ça se trouve que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Je vais évoquer un peu aussi donc, le travail de mes engagements dans la question des genres à travers la traduction, en dehors du contexte de la littérature haïtienne. Ici, avec, je pense que c'était le 6e de mes traductions de la philosophe française Catherine Malabou. Donc, depuis 2007, je traduis son œuvre, ou pas son œuvre, parce qu'elle écrit tellement qu'il y a d'autres traducteurs, traductrices qui travaillent aussi de concert avec elle. Mais j'ai le plaisir jusqu'ici d'avoir traduit 7 de ses livres. Donc ici, Le plaisir effacé, clitoris et pensée a été publié en France en 2020 et en anglais en 2022, Pleasure Erased, The Clitoris Unthought. Dieu leur Messon a évoqué tout à l'heure la notion de visibilité des traducteurs, traductrices. Je vais peut-être souligner que écrire le nom de la traductrice sur la couverture est quand même très important. Il y a eu des mouvements, hashtag Name the Translator, pour vraiment promouvoir une certaine visibilité de ce travail. Écrire mon nom en vert sur un fond vert, c'est pas forcément une façon de faire visibiliser ce travail. C'est quelque chose que je souligne assez souvent. Donc, par contre, il y a d'autres façons de se visibiliser. Notamment, je dois reconnaître que Polity Press m'a toujours permis d'insérer mes petits manifestes en traductologie en guise de préface.
Donc, dans ce cas-ci, je pense que le titre que j'ai trouvé, c'était en anglais, évidemment, Translating the Emergence of the Point Médian or Clitoridian Anarchy in the Text. Donc, la traduction de l'émergence du point médian ou l'anarchie clitoridienne dans le texte, dans lequel je vais imaginer les points médians comme autant de clitoris qui parsèment le texte. Il y en a 15, donc c'est pas autant qu'on pourrait imaginer. Donc, le point médian, qui est donc une des façons de signaler dans un texte, ça fait partie de l'écriture inclusive qui reste encore interdit d'après ce que j'ai compris par l'Académie française, mais mise en pratique en beaucoup de contextes. Je dois dire que mes étudiantes ici à Mount Holyoke, autant à Smith aussi, l'ont adopté tout de suite parce que c'est une écriture qui correspond à leur réalité. Et donc, tout comme mes étudiantes qui vont commencer à adopter une écriture inclusive, dans le contexte de l'édition, Catherine Malabou également, dans ce texte, pour la première fois, elle a intégré. Et la question en traduction, c'est comment communiquer cette transformation plastique de la langue française. C'est une question passionnante parce que c'est une question qui n'existait pas jusqu'à un certain moment, il y a quelques années. Donc, voilà, traduction, édition et genre sont toujours mobiles. Il y a toujours de nouvelles questions à lesquelles il faut répondre et qui se sont présentées lors de cette dernière ou avant-dernière traduction. Tout à l'heure, Delors-Messon a évoqué le livre de Sherry Simon et je vais dire que pour conclure un peu ces quelques remarques, je voulais signaler que dans ces engagements, je me sens pas du tout seule, que je me sens au contraire bien entourée et je voudrais donc signaler une traduction des plus importantes, je pense, dans le contexte francophone, qui est donc la traduction de ce livre de Sherry Simon qui date effectivement de 1996 et qui a été traduit par Corinne Oster et qui vient d'être publié en 2023. Donc, courez au libraire pour prendre ce texte si c'est une question qui vous intéresse, parce que tout l'intérêt de ce délai dans la traduction de cette œuvre, le genre en traduction identité culturelle et politique de transmission, c'est que cette traduction comporte non seulement le texte de Sherry Simon, à laquelle elle a beaucoup contribué, mais aussi un entretien donc avec l'auteur, et puis de la part de Corinne Oster, qui est vraiment spécialiste de ces questions. Vous avez en première partie une introduction où elle va parler des lieux de la traductologie féministe, où elle fait une introduction critique à la traduction de Gender in Translation. Et puis à la fin, une postface, le genre en traduction 25 ans après. Donc je pense que si ces questions vous intéressent, je vous encourage de consulter ce livre, d'autant pour une perspective sur l'historique dans les milieux anglophones, mais d'autant plus pour cette mise au point du point actuel de ces questions et aussi de la mise en pratique. Parce que Corinne Oster ne se satisfait pas simplement de dire les choses ou de présenter des théories, mais cherche également à mettre en pratique ces questions dans la traduction qu'elle va proposer. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Je note par ailleurs, je suis très contente de voir Sherry Simon et Corinne Oster, on voit très bien leur nom, les deux noms, puisque il s'agit vraiment d'une collaboration. Traduire un texte, c'est vraiment, ça a toujours la possibilité d'être une belle collaboration. Donc voilà pour les livres que j'aurais voulu partager avec vous, comme pour lancer un peu le débat, les discussions. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et je vous retrouve.
Voilà. Et il y a parmi Merci. nous, oui, voilà, voilà, à toi, petit frère. Allez, allez, je voulais Ben, ajouter j'allais quelque chose. inviter aussi à nous rejoindre sur cette table ronde tout le monde, toutes les personnes qui se présentent ici avec nous, Charlotte, Noé, et j'ai vu qu'il y a peut-être d'autres personnes. Euh, voilà, parce Très que bien, ça m'intéresse d'avoir d'autres points de vue, etc. très bien. Merci Caroline pour cette présentation, ce tour de table, hein, Mhm. autour des femmes en traduction, autour de la présence des femmes dans la traduction, ou plutôt des femmes qui sont traduites. Merci pour avoir évoqué aussi ce travail et que tu fais avec la collection Voix féminine au sein de l'aide édition. Et je ne m'attendais vraiment pas. En fait, vous voyez, donc il y a eu tellement de convergences entre tout ce que nous venons de dire. Pourtant, on n'avait pas eu d'échange avant et à ce sujet. Je ne savais même pas. On a presque eu les mêmes références et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça tombe bien. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas pu avoir Stéphane avec nous pour parler de cette question. Je sais qu'il la tient à cœur. Mais je voudrais quand même faire une toute petite présentation de Stéphane Martelly, puisqu'elle m'avait envoyé, pas sa présentation, mais quelques documents avant de revenir dans le débat, Caroline. Donc, je dis que Stéphane Martelly, elle est chercheuse, professeure adjointe au département des arts, langues et littérature de l'Université Sherbrooke au Canada, docteur en littérature de langue française de l'Université de Montréal, poétesse et peintre. Elle est surtout intéressée aux questions touchant les enjeux et les problèmes de la création, la notion de marge et féminin dans la littérature haïtienne contemporaine. Elle a même fait un livre à ce sujet. C'est Les jeux du dissemblable, folie, marge et féminin dans la littérature haïtienne contemporaine où elle a notamment travaillé sur Marie Vieux Chauvet principalement. Je crois que c'est, pour ça que je me rappelle, c'est Amour et folie, et Amour, colère et folie. Et depuis 2018, elle est responsable de la collection Les Martiales aux éditions Remue Ménage au Canada. Donc, je vais essayer de faire un, voilà, partage euh, d'écran. Euh, Comme ça, on pourrait avoir une idée rapide de ce qu'est les martiales. Donc, il y a le document de présentation qu'elle m'avait envoyé. Attendez, pourquoi je ne trouve pas le document à partager? Voilà. OK, voilà. Là. Donc, Les Martiales de Stéphane Martelly. Donc, c'est une collection qu'elle a conçue au sein même des éditions René Ménage. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2017, mais qui a commencé à prendre forme en 2017, mais qui a et qui est lancé en 2018. Donc voilà, 5 ans déjà depuis que cette collection existe et elle publie et dans cette collection principalement des femmes.
fait, c'est des femmes. Les martiales, c'est des femmes et des femmes, on va dire, noires qui écrivent, comme on peut le lire quelque part dans le manifeste qui a été publié récemment et dans un numéro de revue féministe au Canada également. Donc, comme c'est dit ici, c'est ancré dans une éthique féministe noire. Voyez, donc la collection, donc c'est ça. Et parmi les textes publiés, et puisqu'elle est aussi dans la traduction, il y a lieu de mentionner le roman de la romancière haïtiano-québécoise Marie-Célie Agnan, L'ado de Sarah, qui est son tout premier roman, qui a été réédité l'année dernière en version bilingue français-créole. Elle a été d'abord publiée en français, maintenant il y a une édition bilingue créole-français chez Remy Ménage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a travaillé ensemble et l'édition va on doit publier cette édition bilingue dans la collection Voix féminine également. Donc, voyez, donc, puisque nous aussi, et c'est le credo, depuis 2014, cette collection existe, donc Voix féminine. Donc, on rejoint là, et puisqu'on fait le même travail, 2018, les martiales. Donc, on travaille ensemble sur des projets pour essayer de de porter hors des frontières les voix des femmes noires et qui sont peu visibles, j'ai envie de dire, et sur l'échiquier littéraire. Donc voilà, c'est un peu ce que fait Stéphane Martelly avec cette collection Les Martiales et aussi à Sherbrooke où elle a une chaire également en recherche création. Voilà. Donc, si vous voulez approfondir et connaître un peu plus sur le projet Les Martiales, je peux partager certainement avec vous, soit dans le chat ou après, et ces deux documents, ça c'est le manifeste qui a été publié dans la revue Femmes au Canada. En fait, critique littérature au Canada. LQ, critique littérature au Canada. Alors, je reviens à Caroline. Donc, puisqu'on va lancer le débat là, tout de suite. Alors, Caroline, tu as publié en parlant de la traduction féministe, tu avais publié un article dans le numéro 22 de la revue Palimpseste. Ça s'appelle Traduire le genre femme en traduction. Donc, le titre de ton article, c'est La traduction métamorphique, entendre le créole dans la traduction anglaise des rapaces de Marie Chauvet. Alors, une question rapide, vous voyez, donc c'est quand même une question, c'est l'ABC même, c'est l'ABC, vous voyez, c'est le B à bas. Quand on parle de traduction féministe, tu commences ton article euh, de cette façon. Tu dis, la traduction féministe existe, c'est un fait et c'est déjà une réussite. La traduction féministe existe, c'est un fait et c'est déjà une réussite. Alors, une question rapide, simple, peut-être bête aussi. C'est c'est quoi la traduction féministe, Car- comment tu l'aperçois? Oui, oui, merci. Alors, je l'aperçois certainement tout à fait différemment de ce que je percevais. Je crois que c'est 2008 où j'ai écrit cet article. Tu me ramènes dans le passé là.
Et c'est une bonne chose parce que, évidemment, c'est quelque chose de très mobile. J'allais signaler par ailleurs que je pense que je crois que je ne me trompe pas en disant que Louise Van Flotto a publié un article assez que j'ai apprécié qui dit la traduction féministe n'est pas exclusivement canadienne. Pourquoi est-ce qu'elle a dû écrire un tel titre? Un article avec un tel titre, c'était parce que à l'origine, il y avait beaucoup de créativité, comme on a toujours trouvé aux années 70 au Canada. Il y avait énormément de créativité linguistique, y compris une sorte de remise en question du genre à travers toutes les pratiques linguistiques, y compris la traduction. Et donc, au même moment où Gender in Translation est sorti. Il y a un autre titre l'an d'après qui va sortir de Louise Van Photo et il y a énormément de travail. Donc tout cela pour dire que à un certain moment, disons au tournant du siècle, il y a beaucoup de traductions féministes au Canada. Depuis, évidemment, il y a de plus en plus de réseaux euh, mondiaux et autant de réponses à cette question qu'il existe de traducteurs, traductrices, et d'autant plus parce que moi, la traductrice que j'étais à cette époque où j'ai écrit cet article, je ne le suis plus, entre autres parce que le langage s'est transformé depuis le temps où j'ai écrit cela. Donc en 2008, je n'avais pas devant moi le point médian qui me posait question en traduisant vers l'anglais. Euh, et donc, justement, je crois que tout comme le féminisme répond à son époque, aux questions de son époque, la traduction féministe aussi va constamment se renouveler, constamment euh, trouver différentes questions et différentes réponses. Ouais, donc mais c'est marrant parce qu'une chose, avec l'édition, on écrit quelque chose et puis on oublie. Et je me suis dit, ah oui, qu'est-ce que j'ai écrit? Je me souviens plus. Ouais. Ouais. Mm, mm. Alors, merci Caroline, le débat. Le public, vous êtes invité à prendre part à la discussion. Si vous avez une question, un commentaire, il suffit juste de lever la main et puis on vous accorde la parole. Voyez? J'aimerais bien que la question de Dieu leur mission soit qu'il y ait des réponses de partout dans notre salle virtuelle. Mhm. Oui, oui. Si vous voulez faire une intervention sur ce que c'est, comment vous percevez et la représentation féministe, quelle vision ça semble véhiculer pour vous, quelle est votre représentation? Donc, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir. Alors, il y a Charlotte, vous avez la parole. Bonjour et merci d'organiser cette table ronde, même si du coup elle est moins ronde que prévu. Je me demandais, Caroline, puisque vous disiez que par rapport à votre article 2008, le langage a évolué. Je connais pas bien votre bibliographie récente, enfin je ne connais pas du tout, je m'en excuse. Pour vous, est-ce qu'il y a pour vous des problématiques nouvelles qui ont émergé dans les traductions de textes féministes ou ou de textes qui ont rapport au genre et qui n'existaient peut-être pas il y a 10 ou 15 ans? Eh bien oui, effectivement, parce que je pense que la notion de femme a été on a interpellé pour montrer que à un certain moment, euh, lorsqu'on a traduit, par exemple, il y a la traduction du deuxième sexe qui a été fait par un professeur à côté à Smith College, euh, et qu'à un certain moment, être femme, en fait, ça correspondait à une identité bien particulière. Je pense qu'on est en train de bousculer cette notion. On comprend qu'il y a des femmes plutôt que femmes, et d'autant plus que ce n'est même pas peut-être terriblement important, de plus en plus que d'identifier et qu'on va reconnaître qu'il y ait des personnes et, et qu'on va partir de là.
et que cette partie pris qui va chercher à identifier tout de suite une personne à partir du genre n'est pas forcément utile. D'autant plus que nos genres sont aussi en transformation, que les personnes sont en transition, que d'autant plus avec toutes les personnes trans, ces questions deviennent de plus en plus des cadres plutôt que des tables rondes, c'est-à-dire qu'on se trouve coincé. J'étais en train d'imaginer un Zoom où on serait plutôt dans des bulles au lieu d'être dans ces carrés. Euh, donc voilà. Euh, Ça, c'est pour répondre sur le coup un peu, mais je pense effectivement que du fait qu'on est en train de remettre en question nos définitions et de chercher à être plus inclusif dans nos définitions aussi, que les questions sont en train de changer. Je vais dire tout simplement à un niveau très basique. Au début, je pense que j'ai cherché à traduire à un certain moment le pronom il par un she parce que ça correspondant à un auteur et une traductrice femme. Et on a la maison d'édition pour laquelle où je travaillais a remis en question en me disant il fallait rester neutre et rester avec le the he. Ensuite, j'ai pris la partie de dire toujours he or she, ce qui était un peu fatigant, les doublés. Euh, je suis passée maintenant, et là c'est un peu le pouvoir des traducteurs et traductrices, à plutôt utiliser they au lieu d'utiliser he or she, donc elle plutôt que il ou elle. Euh, donc c'est une évolution constante. Et là c'est l'évolution au cours de 15 ans de traduction où je vois que mes choix euh, j'ai cherché à rendre un texte plus abordable pour le plus grand public possible, de ne pas exclure quelqu'un qui va heurter comme c'est le fait quand en français je lis encore de nos jours souvent l'homme avec cette majuscule H et je me sens immédiatement irritée, allergique, exclue. Euh, et donc voilà. Ouais. Formidable, merci beaucoup. Merci, merci Caroline et merci aussi à Charlotte Ouais, merci. pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Sinon, en attendant, moi, je ne suis pas traducteur, en fait, au sens professionnel. Voilà, tu souris, Caroline. Oui, j'ai quand même essayé. Donc, j'ai traduit deux textes du français vers l'anglais. C'est un récit et l'autre, c'est un poème. Mais aussi, j'ai essayé. Et avec Marie-Vieux Chauvet aussi, on a travaillé ensemble sur ce texte, Les Rapaces, que Caroline a donné une version anglaise et moi une version en créole, toujours pas publiée. Hein. Et j'ai traduit des femmes. Oui, ah, je m'en suis jamais rendu compte, Caroline. Oui, c'est maintenant. Pendant que j'y pense, ça vient. C'est des femmes que j'ai traduit. Alors, la question, c'est toujours, il y a un article aussi, merci à Charlotte pour le partage de la revue par l'AMSES. Il y a un article aussi, je crois que c'est même la préface, c'est la préface du numéro, et signé Françoise Wilmar, et ça s'intitulait Traduire un homme, traduire une femme. Est-ce la même chose? Vous voyez? Traduire une femme, traduire un homme, est-ce la même chose? Bon, c'est vrai que j'ai lu l'article, mais j'aimerais un peu qu'on revienne un peu, Caroline, puisque toi, tu traduis Catherine Malabou et Marie Vieux-Chauvet, et c'est des femmes, mais tu as une fois, je crois, traduit
un texte d'un auteur, d'un homme, est-ce que ça a été la même chose, même si là tu venais de parler de l'emploi des pronoms il, Mhm. elle, he, her, he, or, Oui. voilà, et tout le souci que tu avais avec les pronoms. Maintenant, est-ce que comment ça se passe? Vous voyez, Ben, je vais dire que pour la traduction, la plus grande question, c'est qu'est-ce qu'on va traduire? Mhm, Donc, quel texte aura la chance d'être traduit? Et donc, je vais dire que non, ce n'est pas la même chose en ce que quand je traduis des auteurs femmes, c'est par, comme j'ai dit, cet engagement militant qui cherche à bousculer une littérature qui resterait euh, euh, masculin, on va dire. Et donc, oui, au début, quand je commençais à faire des traductions, je traduisais ce qu'on me demandait de traduire, mais la passion que j'ai et mon engagement, c'est vraiment de faire circuler des textes qui seront plutôt marginalisés et de montrer l'importance à travers cet outil qui est la traduction. La traduction, ça sert à amplifier, à faire entendre, à faire circuler, même si des fois il faut attendre, comme dans le cas de genre en traduction, 25 ans. Euh, mais c'est vraiment un pouvoir de pouvoir faire circuler cela. Donc, si on va parler non pas du texte même, mais juste le fait d'exister en traduction, et c'est peut-être la première grande question. Souvent, oui, on passe trop vite de la question de la sélection des textes à être traduits pour rentrer dans les détails à chaque fois. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qui va être traduit, qu'est-ce qui va être édité. merci. Quelqu'un d'autre? Alors, ah oui, Noémie, oui. Donc, j'ai été intéressé. Oui, c'est vrai. Oui. Mhm. C'est un texte génial. Donc, j'ai failli, en fait, cette table ronde, je devrais la réaliser. Tu te souviens, Caroline, et c'était à l'école, au Summer School, l'université d'été de l'EU à Frappe. C'était programmé en mai dernier. Donc, Ouais. j'avais prévu effectivement d'avoir Noémie et pour discuter du sujet, malheureusement, et on n'a pas pu, la table ronde n'a pas eu lieu. Hein. Donc, Oui, parce que c'était c'était à 4 heures du matin. Je suis ouais, fainéant. J'ai pas voulu me lever à 4 heures du matin. ouais, Voilà les enjeux du monde Zoom. ouais, ouais. Oui, oui. Alors, une autre intervention. euh, Je alors, veux pas monopoliser les allez-y, questions, allez-y. mais euh, en fait, j'y pense et j'espère que c'est pas trop polémique parce que quand vous parliez de que c'était important pour vous euh, de traduire des voix minorisées, bon, peut-être que l'année dernière, il y a eu toute une polémique autour de qui allait traduire Amanda Gorman en néerlandais et dans une moindre mesure en espagnol, avec la question de l'identité du traducteur ou de la traductrice. Mhm. Et je me demandais comment pour vous ça s'articulait avec cette volonté de traduire des voix minorisées, mais en n'étant pas minorisé ou en tout cas en n'étant pas minorisé pareil. Est-ce que pour vous c'est une difficulté ou est-ce qu'il y a une contradiction à résoudre ou est-ce que ce n'est pas un problème? C'est effectivement un grand problème et ça a été très mal. Il y a eu beaucoup de distractions dans cette discussion parce qu'on a voulu vraiment souligner les identités, mais alors que, en fait, la grande question, c'est des structures, non pas les individus, mais des structures qui existent, les possibilités
pour arriver jusqu'à la traduction, jusqu'à l'édition pour les différentes euh, parties minorisées. Donc, justement, et c'est pour cette raison que je dis que le fait que ma traduction de Marie Chauvet n'existe pas n'est peut-être pas très important. Ce serait quand même bien que ça existe. Des fois, la question, c'est, premièrement, par quel droit est-ce que je vais traduire telle œuvre? Ça, c'est une question que je me suis posée beaucoup. Ensuite, si je ne le fais pas, qui est-ce qui va le faire? Mais dans la question, dans cette grande polémique autour du poème de Amanda Gorman, il y avait vraiment une sorte de prise en compte, ou la possibilité d'une prise en compte de l'importance des structures et des structures qui excluaient et que ça servait en fait de garder ces exclusions en place. Donc, merci pour cette remarque. Je pense que c'est très important. Et malheureusement, on a voulu vraiment insister sur les individus alors que c'était vraiment l'occasion de faire une sorte de remise en cause des structures institutionnelles. Ouais, Bien. Merci à vous pour cette réponse franche et claire. ouais. Richard, donc c'est peut-être... Oui, allez-y. Alors, je mets mon son. Je me permets juste, peut-être Oui. qu'après la question Oui, de Jean, on clôture le ouais, pour débat permettre également ouais, pour que Caroline puisse partir. prendre son Je bus. dois filer pour ne pas louper le bus. Ouais. Je suis désolé, je suis arrivé un peu tard dans le débat. Donc, vous avez déjà parlé de cette j'ai retenu deux concepts dans votre texte sur la métamorphose. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, sur la plusieurs-ité. Mhm. Alors ça m'a interpellé tout de suite parce qu'on n'est plus dans un sorte de face-à-face, mais on est dans une constellation. Et ça rejoint l'autre concept que je retiens, mais je laisserai les participants aller lire votre texte parce qu'il est passionnant. C'est sur justement une troisième langue qui intervient. Bon, je ne sais pas si vous avez parlé de tout ça déjà. Effectivement, pas du tout. Il y a trop de Donc, choses à je dire. donc, je vous Et conseille d'aller voir cela parce que là, il y a des nouveaux concepts fort intéressants. Euh, effectivement, qui sont puisés dans l'œuvre de Bracha Ettinger. Et justement, je vais justement... donc je vous conseille d'aller voir ça. oui, effectivement, effectivement, effectivement. Ouais, ouais, Voilà, c'est tout ce ouais. que je voulais dire Ben, c'est parce bien gentil. qu'on n'a pas le temps Je maintenant, vous mais remercie. C'est passionnant de rencontrer des lecteurs, des lectrices. non, mais j'ai pas lu votre texte, je l'ai Ouais. scanné. Ouais, très bien, très bien. J'ai Autant re- pour chercher les mots-clés, c'est très bien. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Bien. Alors, je crois qu'on va devoir s'arrêter là, puisque on doit permettre à Caroline de filer pour ne pas louper le bus de 16h30, puisqu'il y a sa fille Voilà. qui arrive à la maison, qui sera dans la chambre verte. Non, Non, dans sa- ouais. ouais. Alors, voilà. Merci, Oui. Caroline. Merci à tous et à toutes